Et par exemple, comment on a identifié les marchés. Donc, Benoît nous a proposé un cahier des charges. On l'a rentré dans nos algorithmes et on a demandé à nos algorithmes, trouve-nous des marchés exotiques sur des thèmes transversaux qui soient en croissance, en capacité d'absorber fortement des apports de nouvelles activités sans peser sur les prix de vente. Donc, on les laisse travailler et puis ils nous sortent un ensemble d'activités qu'on a proposées. On en a sélectionné 2. Donc voilà. Donc nous, notre point fort, c'est de savoir recouper des données externes et des données internes d'entreprise pour les nettoyer, les enrichir, pour pouvoir qu'elles soient de qualité et fiables, et surtout fiables, c'est le principal. Voilà. Okay. Alors on va parler du changement climatique. Alors d'abord, juste vous présenter le changement climatique, on en a tous une image. Juste vous présenter ce que nous, on entend par changement climatique. Donc, on va s'entendre sur les termes. Le changement climatique, c'est ce que vous entendez tout le temps lors des grands-messes, qu'elles soient gouvernementales ou par les ONG, etc. Donc, là-dessus, on est d'accord. Donc, l'activité humaine, par son activité, elle accroît, en fin de compte, très fortement les changements climatiques, elle les accélère. Voilà. Donc ça, vous lirez. Alors voilà les conséquences. Donc chaque conséquence, si vous voulez, entraîne des besoins de business. Donc que ce soit donc le changement climatique interfère sur les températures, la montée des eaux, la baisse de productivité des sols, les phénomènes climatiques extrêmes, etc. Donc, bon, il y a des métiers qui sont plus concernés que d'autres de manière directe, mais vous allez voir qu'en fin de compte, on est tous concernés par le business en tant que tel. Les 4 autres, c'est la modification des écosystèmes, l'acidification de l'ensemble de l'environnement, la baisse de la qualité de l'air, donc la pollution, etc. Et la surconsommation des ressources. Voilà. Donc, on vous a mis des chiffres. Alors, il y a un paradoxe dans le changement climatique. On vous a pris juste le paradoxe du climatiseur. Plus il fait chaud, plus on utilise des climatiseurs. Plus on utilise des climatiseurs, plus on augmente la température. Donc, il y a un moment ou un autre, ce qui va se passer, c'est qu'on va interdire l'usage des climatiseurs à liquide, calorifugeur, etc., etc. Et on va demander le déploiement de nouvelles technos. Ça veut dire que toutes les entreprises qui ont développé des collections complètes de ces climatiseurs et qui ont des stocks, ils vont se retrouver pénalisés par rapport à un nouvel entrant qui va, par exemple, travailler sans liquide calorifugeur. Donc ça existe, hein, les technologies existent depuis, même certaines d'entre elles. Par exemple, le froid industriel sans liquide, ça existe depuis très longtemps. Bon, c'est pas le leader mondial qui s'appelle Carrier, qui fait partie de United Technologies. Lui, il fait un très fort lobbying et en plus, il pèse sur les prix pour privilégier sa techno, quoi, si vous voulez. Voilà. Et on vous a pris un deuxième exemple sur le stress hydrique. Donc il y a 3 grands usages de l'eau. Le principal, le plus gros usage, c'est l'eau agricole, 70%. Ensuite, il y a l'eau industrielle dans les process industriels. Et puis en dernier, il y a l'eau consommable. Il y a environ 2% de l'eau sur Terre qui est douce, mais il n'y a que 0,7% de cette somme d'eau qui est accessible. Le reste, c'est des glaciers ou des eaux très profondes. Et donc, plus on fera pression sur l'eau, et plus il va y avoir des contraintes sur l'usage de l'eau. Donc, par exemple, on va demander aux agriculteurs de creuser eux-mêmes leur propre réserve d'eau, mais s'ils creusent leur réserve d'eau, l'eau, elle ne va pas alimenter les nappes phréatiques, etc. Elle ne rentre plus dans le cycle de la biodiversité. Donc, elle impacte. Par exemple, Coca-Cola puise dans des sources très profondes pour alimenter ses usines et est en train d'appauvrir des pays entiers en contrepartie de l'emploi, par exemple, et des taxes. Et donc, par exemple, l'Union européenne est en train de réfléchir. Alors, on ne sait pas quand est-ce que ça va tomber, mais bon, il y a certains députés européens qui l'ont sorti de tous bords pour que les industries qui ont de l'eau dans le process, où l'eau intervient non pas dans le process interne de fabrication du produit, comme par exemple les produits agroalimentaires, etc., mais par exemple sur un process de refroidissement, d'épuration, etc., qui soit autonome en eau par rapport au circuit extérieur.
Alors ça aura un impact énorme, hein. C'est phénoménal. Et comme ce n'est pas eux qui payent, ils sont prêts à prendre le texte de loi, ils sont prêts à réfléchir dessus, puis à prendre un texte de loi qui va être après traduit en termes de décrets et de lois dans chacun des pays. Donc voilà. Donc vous avez deux paradoxes. Plus il fait chaud, plus on a besoin d'eau, plus l'homme, on mettra toujours en avant l'eau en termes de source de nourriture, et donc le reste, il faudra se débrouiller avec à être autonome sans faire appel au réseau d'eau potable. Voilà. Alors, j'avais quelques chiffres. Quant aux impacts. Par exemple, juste pour la France, en 2016, les changements climatiques ont généré pour les dépenses publiques 12 milliards d'euros, c'est des milliards, hein, de dépenses supplémentaires pour les collectivités, quelles qu'elles soient. Alors ça va dans la santé, les travaux publics, passer de l'auto-assurance à l'assurance privée, etc., etc. Et pour les entreprises en B2B, ça a généré des pertes de chiffre d'affaires de 8,2 milliards d'euros liées aux maladies, aux accidents, aux absences au travail, au stress, à la pollution et à la mise en place de nouvelles normes. Voilà. En termes de chiffre d'affaires, le changement climatique, qu'est-ce que ça vous propose? Donc il y a on a identifié 9 secteurs d'activité. D'accord. Ces 9 secteurs d'activité, alors on va prendre 3 grandes zones. La France, les pays limitrophes, il y en a une dizaine, hein, Irlande, Grande-Bretagne, Benelux, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, et 4 pays scandinaves, donc pas l'Islande. D'accord. Donc en 2017, ces secteurs d'opportunité ont généré un chiffre d'affaires en France de 23 milliards d'euros, avec une croissance depuis 2008 de 17,5% de chiffre d'affaires par an. Donc c'est pas négligeable, c'est pas des petits. Alors c'est pas un marché homogène comme l'automobile, l'aérospatial, etc. C'est plein de micro-marchés. Mais en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez investir ces micro-marchés en tout ou partie. Par exemple, sur les 10 pays qui nous encadrent, c'est le changement climatique. C'est un business de 317 milliards d'euros en 2017. Là, on commence à parler, de toute façon, on est en milliards, hein, systématiquement, avec une croissance de 18% par an de ce chiffre d'affaires depuis 2008. Et sur les 4 pays scandinaves, c'est 60 milliards d'euros avec une croissance de 23% par an depuis 2008. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est les métiers qui sont concernés. Par exemple, sur le contrôle de la température, il y a tous les climatiseurs, qui soient classiques, les bioclimatiseurs ou les climatiseurs adiabatiques, etc. Et en fin de compte, tout le monde est concerné. Voilà. Parce que il faut que vous sachiez, alors on parlait de l'économie numérique qui consomme 7% de l'énergie mondiale à des fins de fonctionnement. Le plus gros consommateur d'électricité dans le monde, c'est la gestion du froid. C'est 17% de l'électricité dans le monde. Voilà. Donc toutes les industries sont concernées par le contrôle de température. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se font de manière... Alors ça peut être des appareils ou ça peut être aussi intégrés au bâti, quoi, si vous voulez. Donc on vous a mis quelques industries qui existent et des équipements. Cooltech, par exemple, c'est de la réfrigération magnétique. Alors eux, ils ont déposé des brevets depuis très longtemps. Et donc, ils veulent s'opposer à Carrier. D'accord. Donc on vous a mis des choses. La production de glace carbonique, donc c'est ce qu'on appelle le nettoyage cryogénique ou la conservation cryogénique, et ensuite les équipements mobiles de réfrigération. Alors la partie droite est plus connue, le tricycle à assistance électrique devient de plus en plus important, en usage de plus en plus important dans les grands centres urbains, par exemple, où il y a des problèmes de déplacement, de péage, de stationnement, etc. Ensuite, bon, les stations de ski, les canons à neige, etc. Et puis les capteurs, parce qu'il y a un moment, on doit, quand on parle de froid, de chaîne du froid, de contrôle de température, on doit être à même de pouvoir contrôler qu'on respecte bien la promesse faite, quoi, si vous voulez. Ensuite, la végétalisation des espaces.
Alors, ça concerne quoi? Le but, c'est l'isolation, d'accord? Et c'est aussi, pour les villes, la dépollution et faire face aux maladies qui atteignent les espaces verts de plus en plus en interne dans les parcs qui sont au centre des agglomérations. Parce que le CO2, c'est ce qui nourrit le plus les végétaux, mais comme il n'y a pas que du CO2 dans l'air, d'accord, le dioxyde de carbone, c'est à peu près 20% de la... pardon, je vous dis des bêtises, c'est l'oxygène 20%. Le dioxyde de carbone, c'est à peu près 2% de la masse d'air de ce qui existe dans l'air, si vous voulez. En premier, c'est l'azote, en deuxième, c'est l'oxygène. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que du CO2. Il y a aussi tous les polluants qui vont aller à l'encontre des arbres à des espaces verts et qui vont aller à l'encontre de leur bonne santé. Or, les espaces verts aujourd'hui, les arbres, ce sont, avec tout ce qui est phytoplancton, etc., ce sont les premiers absorbeurs de CO2 sur la planète. Et donc, les villes, c'est comme des entreprises, elles sont en compétition les unes avec les autres pour attirer des entreprises, pour attirer des habitants, etc., etc. Et donc, il y en a beaucoup d'entre elles. Entre autres, par exemple, à Singapour, ils ont créé des premiers espaces, des tours verticales, qui sont complètement végétalisées, avec en plus des productions agricoles en leur sein. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de lutter contre le réchauffement et de peser sur la transformation du CO2. Alors, la production et le stockage d'énergie, donc ça, c'est classique. Alors, ce qui l'est moins, c'est que on se retrouve avec une politique. On va passer de politique avec des grosses centrales qui sont dispatchées, qui sont des focus sur le territoire, avec des mini-centrales. On aura la même chose avec les data centers. Les data centers vont de plus en plus se rapprocher des utilisateurs importants, si vous voulez. Et donc, on voit apparaître des choses qui existaient dans les années 70-80, qui ont disparu entre-temps. C'est les mini-centrales hydroélectriques, par exemple, qui vont générer jusqu'à 2 mégawatts. Et donc, on se retrouve avec la biométhanisation, c'est quelque chose qui est apparu en France il y a moins de 8 ans. Et donc, on se retrouve, sauf que pour fabriquer un biométhaniseur, ça demande des compétences dans tous les métiers. J'ai fait une liste des métiers concernés par tout ce que je vous parle, par tous les sujets. Alors, en fin de compte, c'est le thème le plus large, puisqu'on va de la mécanique générale, l'usinage, la tôlerie fine, la fonderie, les pompes, la motorisation, l'automatisation, les robots, tout ce qui est lié à la sécurité, à la chimie, au phytosanitaire, la santé, bien sûr, les cosmétiques sous forme de protection, les énergies nouvelles renouvelables, les eaux, les gaz, la gestion du gaz, de tous les gaz d'ailleurs, comme la méthanisation. Donc là, on est sur tout ce qui est gestion de l'eau industrielle et gestion des eaux en général. Alors, la gestion de l'eau industrielle, c'est 20% du marché en volume, mais c'est 60% du chiffre d'affaires du marché de l'eau. Et c'est le marché le plus rentable dans la gestion de l'eau. Voilà. Le moins rentable, c'est l'eau agricole. Ensuite, il y a l'eau alimentaire. Et puis, le plus rentable, c'est l'eau industrielle. Voilà. Pour les bâtiments, ça va impacter l'isolation, l'étanchéité, les nouveaux matériaux, la domotique. Sinon, c'est les machines spéciales, tout ce qui touche à la mobilité en général. La communication, les plastiques, la logistique, l'électronique, les capteurs, la métrologie, les contrôles, etc. Vraiment, tout le monde, quelle que soit votre entreprise, vos savoir-faire, vous êtes à même de pouvoir vous adresser à des entreprises qui fabriquent ce type de choses-là et de proposer vos services ou voire de vous lancer sur la fabrication de ces produits-là, si vous voulez. Donc, par exemple, le métier du pressing, le pressing au particulier, et aussi le pressing au professionnel, comme ils ont interdit le dichlorate, je me souviens plus du nom de ce produit, de plus en plus. Alors, où on trouve un palliatif, on trouve un nouveau produit, où ça sera du lavage par eau pure. Voilà, donc ce ne seront plus les mêmes machines. La montée des eaux. Alors, les Allemands, 70% du PIB des Pays-Bas est en dessous du niveau de la mer. Voilà. Les Allemands, les Pays-Bas et les 4 pays scandinaves considèrent qu'en 2100, le premier business au monde, ce sera l'endiguement des terres. Voilà.
Donc, alors l'endiguement des terres, il y a faire des digues en pierre, etc. Comme si vous allez aux Pays-Bas et dans certains fjords norvégiens, par exemple, on commence à mettre des écluses géantes en acier spéciaux qui vont s'ouvrir, se fermer pour atténuer la montée ou le niveau, les marées, les marées des mers, etc. et protéger les terres en intérieur quand ces marées sont cumulatives avec des tempêtes, par exemple, et des phénomènes naturels secondaires. La productivité des sols, donc de plus en plus, on commence, les élevages hors sol sont de plus en plus importants. Alors, vous avez la pisciculture, l'aquaculture, etc. Mais par exemple, il y a des startups qui sont lancées comme Agricool, qui vient de lever 20 millions d'euros pour faire de la culture de fraises au bas des barres d'HLM, par exemple. Donc, ils utilisent des conteneurs qu'ils aménagent avec des LED à l'intérieur, etc. Le goût, c'est pas le même. Hein. Mais enfin, le goût, c'est pas le même parce que c'est de la culture hors sol, si vous voulez. Donc, mais bon. Donc voilà, on va voir, par exemple, le coût le plus cher, c'est la fabrique de protéines. D'accord ? Un homme normal a besoin de consommer 40 grammes de protéines par jour. Nos chromosomes, ce sont des duplicateurs de protéines. D'accord ? Et la protéine, c'est ce qui nourrit nos muscles. Et aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher, c'est de fabriquer de la protéine pour qu'on puisse la consommer nous ou la faire consommer par des animaux, etc. etc. Et donc, l'insecte est un palliatif. Voilà. Il y a plus d'1,4 milliard de personnes sur Terre qui mangent les insectes de manière naturelle et quotidienne. Voilà. Chez nous, c'est pas encore, on va dire que c'est pas encore dans la culture des choses. Donc, dans les marchés qui sont associés, par exemple, à la productivité des sols et à l'alimentation en général, hein, donc, il y a des solutions anti-gel, alors qu'on utilise en France, surtout dans les grandes régions de vin et de champagne, parce que c'est quand même assez onéreux. Vous avez des robots pour polliniser. Alors bon, polliniser, ça reste anecdotique, mais c'est testé aux États-Unis et à Madagascar, entre autres, pour la vanille. Mais vous avez une entreprise comme Nayo Technologies, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est capable de faire du désherbage mécanique. Vous avez Carré qui commence à travailler sur l'ensemencement des semis et de faire passer des herses avec des caméras qui fait qu'en fin de compte, vous avez un tracteur qui tracte et puis les herses, les griffes des herses vont se régler par rapport au caractère hétérogène du rang, quoi, si vous voulez. Et puis vous avez tout ce qui est drone, par exemple, et tous les services associés. Les migrations des populations, donc là on est sur des problèmes de sécurité. Bon, il y a Trump aux États-Unis, mais en Europe on a les mêmes problématiques. Et puis, donc en termes d'opportunités, aujourd'hui tout est à faire. C'est-à-dire ce qui existait, alors les migrations des populations, il y a deux grands phénomènes de migration. Il y a trois grands. Il y a la migration qui a toujours existé, qui est économique. Il y a la notion de guerre et il y a la notion qui commence à intervenir de plus en plus fortement de changement climatique. Le changement climatique va entraîner des famines, des choses comme ça, la raréfaction de ressources qui sont indispensables pour vivre. Donc les gens se déplacent, pas nécessairement de très loin, mais ça fait un effet domino de plus en plus important. Et plus vous vous éloignez du point de départ, et plus il y aura de gens qui auront été impactés par ces migrations liées au changement climatique. La qualité de l'air. Donc l'OMS qui nous affiche que une personne sur deux en 2050 sera touchée par des allergies liées à la qualité de l'air. Aujourd'hui, si vous vivez dans certaines villes en Inde, vous avez jusqu'à 10 ans de moins de durée de vie potentielle par rapport à la même personne qui vivrait juste en dehors, quoi. Pour les entreprises, l'impact est très clair, c'est des maladies, des allergies, de l'absentéisme, etc., etc. Donc vous avez des purificateurs d'air, alors ça peut être des matériels très techniques, comme par exemple, en Chine, ils ont fait une tour géante de purification d'air, quoi, si vous voulez. Et puis vous avez tout ce qui est lié à la mesure de la qualité de l'air, comme AirParif, etc. Parce qu'à partir du moment où ça rentre dans la loi, il faut pouvoir prouver faut pouvoir déclencher, il y a des seuils d'alerte, il y a des seuils de déclenchement, de mesures de secours ou de mesures préventives, etc., etc. Et la lutte contre les incendies. Donc,
ça peut aller par drone, etc. Par exemple, l'usage de l'hélicoptère pour lutter contre les incendies, c'est quelque chose qui a été lancé par les Français et les Canadiens en 2007. Avant, il n'y avait pas d'usage de l'hélicoptère dans la lutte contre les incendies. Donc les gens, et en fin de compte, ça vient de Airbus Hélicoptère et de Bombardier, qui les deux, à peu près concomitamment, ont dit nous, nos hélicoptères, ils peuvent vous aider à lutter au plus près des flammes et juste là où vous voulez. Voilà. Donc c'était pour eux un nouveau débouché pour l'usage des hélicoptères. Voilà. Alors la conteneurisation, de quoi on parle? Bon, je vous ai mis des photos parce que les photos, c'est toujours mieux que... Donc ça va des pièces de vitre supplémentaires, les hôtels, les groupes électrogènes, le stockage, les piscines, etc. Production d'énergie. Vous avez des ateliers de production, des laboratoires, data centers, tout ce qui est stockage d'énergie, recyclage plastique, etc. D'accord? Donc le but, c'est je vais agencer un conteneur ou je vais agencer un mobil-home en process d'appui ou en process d'appoint à mes process existants. Ça peut être temporaire, ça peut être définitif, mais pour des raisons réglementaires, je ne veux pas l'intégrer à mon bâti, ou j'en ai besoin dans mon process, mais ce n'est pas moi qui ai la main dessus. Donc, je vais le séparer de mon bâti pour qu'il y ait un accès séparé à ce process-là. Alors, si on parle de chiffres, en France, la conteneurisation en 2017, c'est 270 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et dans les 10 pays qui nous entourent, c'est 2,3 milliards de chiffre d'affaires. Et les croissances sont de plus de 14% de croissance par an en chiffre d'affaires depuis 2008 sur ce marché-là. D'accord ? Alors, un conteneur d'occasion qui a 15 ans, si vous l'achetez de manière unitaire en 20 pieds, ça vaut 1500 ou 1600 $. Si vous les achetez par 10, en 40 pieds, ça vaut 1000 $. Donc vous avez un truc qui est solide, il y a une armature. Et à travailler, c'est très facile, en fait. Donc, les enjeux, l'intérêt, c'est que c'est facile à mettre en œuvre, c'est facile à travailler. En plus, on est sur des tailles standards. Ça répond à des problèmes d'espace, mais aussi d'isolation de process. D'accord ? Si, par exemple, on demandait à toutes les entreprises, du jour au lendemain, d'être en capacité à avoir un stock d'eau d'appoint, ça pourrait tout à fait s'installer sur le côté, sur un toit, où vous creusez un trou, vous le mettez en intérieur avec une coque souple à l'intérieur, et vous avez votre réserve d'eau. Voilà. Peu d'investissement, et on fait appel à des compétences existantes sur le marché pour les transformer en ce qu'on veut, quoi, si vous voulez. D'accord ? Il n'y a pas besoin de compétences qui n'existaient pas sur le marché jusqu'à présent. Et surtout, ça permet la mise en place de nouveaux modèles économiques parce que vous avez un bâtiment que vous pouvez déplacer à l'instant T et que vous pouvez réorganiser pour des capacitaires plus ou moins importants. Donc, on vous a mis les principales demandes qu'il y a en France aujourd'hui. Voilà. Alors, ça va en amont des stations d'air comprimées pour alimenter toute la chaîne d'outillage de l'usine. Tout ce qui est unité de production. La défense, ils l'utilisent pour projeter des troupes, etc. Ça leur permet d'avoir, par exemple, des hôpitaux, des cantines, des dortoirs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, etc. Pour l'anecdote, c'est comme ça que s'est lancée l'entreprise Cugnot, quoi. Ils ont répondu à un premier besoin de l'armée française en Algérie dans les années, pendant le conflit en Algérie. Il y a des data centers, etc., stations-service. Et puis après, vous avez tout ce qui est aval. Donc, le centre de traitement des eaux industrielles, etc. Ça permet à des gens d'investir un nouveau process dans leur procédé de fabrication, ou etc., sans l'intégrer à leur bâti, ou en se disant « je vais en avoir besoin de manière temporaire » ou « je ne connais pas encore le capacitaire global ». Mais ça peut être aussi des solutions de secours. Par exemple, Veolia propose des stations d'épuration de secours pour les collectivités qui n'entretiennent plus leur station d'épuration globale. Voilà, j'ai terminé.